Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 57. Il a mis un petit peu de temps à venir, mais enfin le voilà. J'espère que vous ne l'avez pas trop attendu quand même. Et donc, je vous propose pour cet Exode-Call un exercice un peu... comment dire difficile d'énoncer un truc vraiment précis pour l'instant, mais j'aimerais vraiment vous laisser y réfléchir, donc c'est pour ça que je ne vais pas donner un énoncé précis. Je pose la question de décrire les idéaux de Mn2K. Quand je parle d'idéaux de Mn2K, je parle bien d'idéaux à gauche, d'idéaux à droite et d'idéaux bilatères. Donc je parle bien dans ce sens-là. Cet exercice, c'est pas un exercice qu'on voit très souvent en classe préparatoire, à vrai dire. Moi, pour ma part, je n'ai vraiment pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir abordé un exercice de ce type. Mais je pense que c'est quand même un exercice très important qu'il faut avoir vu, à mon avis, parce que c'est quand même un exercice où on va avoir la possibilité de voir la différence qu'il y a entre idéal à gauche, idéal à droite, et puis idéal bilatère. Car dans beaucoup d'exemples, quand on travaille en prépa, dans beaucoup de choses dans lesquelles on travaille, on va tout de suite avoir un anneau commutatif, et donc il n'y a même plus de questions à se poser quant à travailler avec un idéal à gauche, à droite. On travaille directement avec des idéaux tout court, donc des idéaux bilatères. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça serait bien quand même de nuancer un petit peu le propos, et donc c'est un peu le but de cet exercice, d'essayer de mettre en avant que idéaux à gauche, idéaux à droite et tout ça, c'est quand même assez différent. Cet exercice-là, il m'est venu en tête pendant la préparation de lecture dirigée, étant donné que depuis janvier, je donne un cours séminaire, c'est pas vraiment un cours, mais c'est une espèce de séminaire, si je puis dire, à des étudiants en niveau licence, ce qu'on appelle le baccalauréat ici au Québec. Donc à des étudiants en niveau licence, le but étant de leur faire toucher ce que c'est la recherche. Donc on avait pu, avec deux camarades, Adrien et Julien, que je salue au passage, on a pu mettre en place un programme avec différents sujets qu'on pouvait aborder pour la session en cours, donc de janvier jusqu'à mai. Et donc parmi les sujets, il y en a quelques-uns qui ont été choisis, donc notamment pour moi la cryptographie, qui est un sujet qui me plaît pas mal, même si je ne fais pas de recherche autour de ça. Je pense que c'est quand même assez intéressant de montrer que voilà, il existe un pendant de recherche là-dedans qui peut être très intéressant à aborder, et que ça ne s'arrête pas qu'à RSK, il y a plein d'autres trucs derrière. Donc c'est vraiment très... Enfin voilà, je suis très content de pouvoir donner cette lecture. Et une autre lecture, ça va parler tout de suite aux gens qui me connaissent bien depuis un certain temps dans la chaîne, une autre lecture qui concerne les algèbres aimables. Alors cette lecture d'ailleurs, j'en fais une petite publicité, il y a des vidéos qui sont accessibles sur mon site, donc il y a eu des enregistrements et ça continuera jusqu'à mai. Il y a des enregistrements de la lecture et il y a également des notes que je tape jour après jour et qui sont très souvent mis à jour, presque du jour au lendemain, pas tout le temps, mais en tout cas presque du jour au lendemain. Donc voilà, ça prend du boulot en plus de la thèse et tout ça qu'il y a derrière, vous imaginez bien. Et voilà, donc pendant cette lecture, il y a un moment donné, il fallait introduire les idéaux. Donc les idéaux, c'était quelque chose qu'il était en train d'apprendre, il suit un cours de théorie d'anneaux, l'élève en question qui suit ce cours. Et je me suis posé une question, c'était qu'est-ce que je pourrais proposer comme exemple où on peut vraiment voir la différence entre idéal à gauche, idéal à droite et idéal bilatère. Et en y réfléchissant bien, j'ai trouvé un exemple, et donc travailler avec l'anneau des matrices à coefficients dans un corps. Alors oui, ça va être quand même assez compliqué de manipuler cet anneau et d'essayer de comprendre comment marchent les idéaux dedans, mais je pense que ça va être quand même je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment avoir vu au moins une fois pour vraiment se mettre dans la tête que les idéaux à gauche, les idéaux à droite et bilatères, c'est quand même des objets bien distincts. Bon, certes, bilatère, c'est à gauche et à droite en même temps, mais c'est quand même des choses assez distinctes. Et voilà, cet exercice, il est là vraiment pour vous le dire. Alors, je vais me permettre juste de faire quelques petits rappels de prépa, parce que il faut démarrer par ça, surtout si idéal, ça ne dit pas grand-chose pour certains. Si j'ai A un anneau, I
est un idéal, ici que je veux dire à gauche, si et seulement si deux choses. La première, c'est que I est un sous-groupe additif de A. Et la deuxième, I est absorbant. C'est le terme technique à gauche. C'est là où il y a la petite nuance. Et ça veut dire que pour n'importe quel élément dans l'anneau, pour n'importe quel élément dans l'idéal, si je fais le produit de l'élément de l'anneau avec l'élément de l'idéal dans ce sens, ça reste dans l'idéal. Et à droite, bah, on inverse. Donc I fois A sera dans l'idéal si c'est un idéal à droite. Et idéal bilatère, c'est un idéal qui est à gauche, à la fois un idéal à gauche et un idéal à droite. Bilatère, les deux côtés. Donc voilà ce que c'est des idéaux dans un anneau. Et puis bah, il y a des exemples très importants qu'il faut avoir en tête, notamment Z et K crochet X, qui font partie des exemples qu'on travaille le plus souvent. Donc Z, bah, tous ces idéaux s'écrivent I, donc c'est L fois Z. Tous ces idéaux s'écrivent de cette manière-là, avec N, un entier naturel. Et puis, pour l'autre, K crochet X, et ben, ils s'écrivent tous comme un polynôme fois K crochet X. Donc c'est des idéaux très particuliers parce que c'est des idéaux, enfin c'est des anneaux plutôt, c'est des anneaux très particuliers parce que tous ces idéaux s'écrivent comme ça, à un certain multiple. Donc ça va être écrit comme l'ensemble des multiples d'un élément de l'anneau, donc multiple de n d'un côté ou multiple d'un polynôme de l'autre. Et donc bah, ces anneaux-là sont dits anneaux principaux. Donc ce sont des anneaux principaux. Donc c'est exactement cette propriété que je viens d'énoncer. Tous les idéaux de l'anneau sont des idéaux qui s'écrivent un multiple de l'anneau, enfin un élément de l'anneau fois n'importe quel élément dans l'anneau. Donc voilà, c'est ça être un anneau principal. Alors ça peut être intéressant de se poser la question puisque je fais le rappel. C'est est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un anneau qui n'est pas principal? Ça paraît tout bête hein, comme question posée, hein, mais pouvez-vous me donner un exemple autre que celui-là hein? Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'anneau et mettre en avant, en me donnant un idéal, hein, un exemple d'anneau qui n'est pas, oui, pour dire qu'il est pas, que c'est pas celui-là que je veux, je vais préciser commutatif. Donc un anneau commutatif qui n'est pas principal. Bon, si vous n'avez pas d'exemple, je vous en donne un, pardon, la Z crochet X. Et un idéal possible, par exemple, ça peut être 2 Z crochet X plus X Z crochet X. Et ça, bah, c'est pas un idéal principal car je ne vais pas pouvoir l'écrire comme Q fois Z crochet X, comme un polynôme fois Z crochet X. Je vous laisse vous amuser à vérifier ça. D'accord. Donc c'est quand même un exemple, enfin je pense que c'est un exemple important à avoir en tête ça, comme truc. Montrer que voilà, vous savez ce que ça veut dire principal et avoir aussi des exemples et des contre-exemples d'anneaux principaux. Bon voilà, mais le souci c'est vrai qu'en prépa, on travaille très souvent avec des anneaux commutatifs, hein, donc on se pose même pas la question de qu'est-ce que c'est la différence entre un idéal à gauche et un idéal à droite. C'est quand même assez dommage je trouve, mais il faudrait vraiment se pencher sur la question. Et donc bah, c'est le but de cet exercice, on va se pencher sur la question de qu'est-ce que sont des idéaux à gauche, à droite et bilatères dans un cas précis où on travaille avec un anneau qui n'est pas commutatif, ici donc les matrices. Donc voilà, bah, je pense en avoir fait assez concernant les rappels et tout ça. Alors j'aimerais juste dire une chose ici, c'est qu'on va supposer qu'on travaille avec un corps assez gentil, donc soit les réels, soit les complexes. On peut même imaginer prendre les rationnels. Donc on va travailler avec ce genre de corps, mais on pourrait, pour certaines choses que je vais raconter, on pourrait généraliser à un corps quelconque. Il n'y a aucun problème, même Z sur PZ ou des choses comme ça, on pourrait généraliser le truc. Mais bon, ça va pas être voilà, on va pas trop se poser la question sur quel corps on va travailler dans R ou dans C, mais ayez en tête que ça pourra se généraliser. Bon, bah voilà, je pense en avoir dit suffisamment, juste pour vous mettre un peu dans le bain de ce que sont les idéaux, etc. etc. Maintenant, eh bien, je vous laisse faire une petite pause pour essayer par vous-même d'étudier à quoi peuvent ressembler les idéaux de Mn de K, par vous-même. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause, hein, vous connaissez la chanson,
pour essayer d'attaquer cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit. On est parti? Allez, on est parti. Alors quand on n'a pas beaucoup pratiqué ce que c'est les idéaux, ce que sont les idéaux, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir sur quel pied danser, hein. Comment démarrer ce genre d'exercice. Ce qu'il faut, c'est juste partir de la définition puis essayer de voir ce qui se passe. Alors bon, je vais commencer par les idéaux les plus simples à étudier, c'est-à-dire les idéaux bilatères. Donc résolution. Donc on va étudier vraiment tous les types d'idéaux. Donc on va commencer par les idéaux bilatères. C'est quoi un idéal bilatère? Eh bien je donne la définition, je réécris ce que dit la définition, mais je vais la réécrire d'une certaine manière. Donc là je dis pour n'importe quel élément de l'idéal, et pour n'importe quelle paire de matrices P et Q, donc des matrices, eh bien j'ai P fois M fois Q, c'est dans l'idéal. Donc ce qui sous-entend que si je multiplie à gauche ou multiplie à droite par une matrice, je reste dans l'idéal. Et donc si je multiplie des deux côtés, je reste dans l'idéal. Bon, puis quand vous voyez cette propriété là-bas, vous vous dites, ça fait penser à quelque chose que je connais là, une matrice qui s'écrit P fois Q fois une autre matrice là, ça me fait penser aux matrices équivalentes. Vous avez raison, et ça va être une très bonne chose à penser pour résoudre ce cas-là. Donc très bien, partons là-dessus. Disons qu'on a une matrice, donc supposons soit B, une matrice dans l'idéal, et on va la supposer non nulle. C'est-à-dire que je vais ici directement dire que les idéaux bilatères qui apparaissent, il y a 0, et puis il y en a un autre trivial, hein, on peut déjà en donner 2, et c'est toujours les idéaux, c'est ce qu'on appelle les idéaux triviaux, il y a toujours ces deux-là. D'accord? Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en aurait d'autres? Et on va essayer de répondre en se disant, ok, je vais prendre une matrice dans l'idéal qui est différente de 0. Donc, je ne suis pas ce cas-là. Donc, ce qui est encore possible, c'est que je me retrouve avec tout le monde. Et on va voir ce qui se passe. Alors, si je prends une matrice B non nulle dans l'idéal, je peux considérer son rang. Nous posons R égale le rang de la matrice. Et donc, je sais, hein, c'est une propriété d'équivalence de matrice, je sais que la matrice B est équivalente à une matrice qui s'écrit sous la forme, donc je vais pouvoir écrire B égale P fois JR fois Q, et je rappelle que JR c'est la matrice bloc IR 0, 0, 0. Voilà. Donc il existe P et Q inversibles. Donc GLM de K, tel que, B peut s'écrire comme ça. Et ça me permet donc d'affirmer, juste en manipulant un petit peu, que JR, qui peut s'écrire donc P-1, B, Q-1, ça, c'est une matrice qui est dans l'idéal. Bon, super. Et bien maintenant, avec cette matrice JR, je peux affirmer que J1 est dedans. C'est pas très difficile, hein. Si je fais la matrice avec un 1 quelque part, des 0 ailleurs, voilà, je prends ça, et puis je multiplie ça à JR. Je suis en train de multiplier des matrices diagonales, hein, donc automatiquement je fais le produit des coefficients dans la diagonale, je me retrouve bien avec J1, donc ça c'est J1 justement. Donc J1 est également dans l'idéal. Et maintenant que je sais que J1 est dans l'idéal, je peux affirmer aussi que n'importe quelle matrice, où je mets des 0 partout, mais un 1 ici, un 1 ici, etc., et bien ça, cette matrice-là, elle apparaît dans l'idéal. Donc il suffit de faire un petit changement de base, en fait c'est juste une question de changement de base, donc c'est-à-dire multiplié par des matrices inversibles à gauche et à droite. Ces questions de changement de base et tout ça, ou de matrice, même juste matrice équivalente, hein, parce que de toute façon, changer l'emplacement du 1 change juste, ça change pas le rang, ça, donc si ça change pas le rang, c'est que c'est équivalent. Ok, donc toutes les matrices qui sont équivalentes à J1 sont dedans, donc autrement dit, la matrice 0, 1 comme ceci, etc., etc. Donc ce qu'on peut noter, les matrices EII, hein, les matrices élémentaires
où il y a des zéros partout, sauf en II, et bien ça, c'est des matrices qui vont être dans I. Car ces matrices-là sont équivalentes à J1. Bon, très bien. Où est-ce que je veux en venir? Bah, là, pour l'instant, vous remarquerez que je n'ai manipulé que le côté absorbant des matrices. Donc quand je dis que le côté absorbant, je vous rappelle qu'il y avait deux choses à vérifier pour être un idéal. Il faut d'une part être absorbant, mais d'autre part, il faut aussi être un sous-groupe additif. Et là, je vais me servir du sous-groupe additif, car maintenant que je sais que je peux placer le A où je veux, ben, je vais faire une addition toute bête, qui va me mettre en avant que l'identité est dedans. Alors je fais la remarque aussi que si la matrice était de rang maximal, on avait directement que l'identité est dedans. Et le fait d'avoir l'identité dedans, bah, ça implique tout de suite que tous les éléments de l'anneau sont dedans, dans l'idéal. C'est un cas particulier, mais bon, bah, je m'en suis passé, je vais directement disons dans une méthode, dans une résolution qui permet de faire tous les cas en même temps. Donc j'ai ça, ok. Et ben ce que je suis en train de dire, c'est que si je fais E11 plus E22 plus ENN, et ben ça, c'est une matrice, c'est quelque chose dans l'idéal. Parce que l'idéal, c'est un sous-groupe additif. Donc si j'additionne des matrices, ça reste, des matrices qui sont dans l'idéal, ça reste dans l'idéal. Mais cette addition, c'est exactement l'identité. Et maintenant que j'ai l'identité, je peux montrer que n'importe quel élément dans l'anneau et dans l'idéal, c'est facile. Donc si je prends n dans mn de k, on peut écrire que n, c'est la même chose que n fois identité, et donc c'est dans l'idéal. Voilà, c'est tout. Donc c'est toujours vrai, hein, si dans l'idéal il y a un élément inversible, ou un élément neutre, ou directement l'élément neutre pour la multiplication, eh bien on conclut que l'idéal c'est tout le monde. Donc là, la conclusion de tout mon travail, que je viens de vous fournir là, c'est que, en fait, l'idéal, c'est juste Mn de K. Donc dès qu'il y a une matrice non nulle dans l'idéal, alors l'idéal, c'est tout le monde. Bon voilà, conclusion, les idéaux bilatères sont les idéaux triviaux, qui sont 0 et Mn de K. Au passage, ça me permet de donner une définition. On parle de anneaux simples si les idéaux bilatères de l'anneau sont des idéaux triviaux. Donc ici, l'idéal 0 et l'idéal Mn de K. Donc c'est un anneau simple, dans le sens de cette définition. Donc voilà, vous voyez que bilatère, c'était pas si méchant. Ça va, on arrive encore à faire des choses. C'est pas si mal. Ok. Bon, alors là où ça va vraiment se corser, c'est quand on va travailler avec les idéaux à gauche. Alors, on a un peu de chance dans notre affaire, hein, si on travaille avec les idéaux à gauche. Donc si on travaille avec des idéaux à gauche, la résolution va se comporter de la même manière si je travaillais avec des idéaux à droite. Alors on va commencer une petite étude un peu bébête, et puis à un moment donné on va bifurquer. Je vais vous expliquer à quel moment exactement, puis vous donner une petite trame de résolution qui va être assez utile. Ok. Donc, c'est quoi un idéal à gauche? Alors un idéal à gauche, je prends ça. Et si je prends n'importe quel élément, P dans l'anneau, donc Mn de K, eh bien j'ai P fois I, qui est donc dans, pas P fois I, P fois M, qui est dans I. Ok. Alors je pourrais partir un peu de la même manière, juste comme ça, pour voir un petit peu ce qui se passe. En disant, ok, je vais prendre une matrice non nulle, hein. Donc soit B, une matrice dans l'idéal, matrice non nulle. Pourquoi pas? Bon. Alors si je prends B, ce genre de matrice, dans l'idéal, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je peux utiliser cette histoire de rang encore une fois, donc je peux très bien dire, ok, je sais que B a un rang R, ok. Alors si B a un rang R, qu'est-ce que je peux dire ensuite? Ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, la matrice est équivalente à une matrice qui s'écrit P fois JR fois Q.
Et donc ça c'est égal à B, avec P et Q des matrices inversibles. D'accord? Et donc, bah, comme ça marche quand même à gauche, je vais m'en servir et je peux écrire que JRQ égale P-1B. Et donc ça, c'est dans l'idéal. Bon, puis je peux multiplier aussi par une autre matrice. Hein. Je peux très bien dire, je vais faire Q-1 JRQ. Cette matrice-là est également dans l'idéal. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une projection. Un projecteur ou une projection, peu importe. C'est un projecteur, disons. C'est un projecteur parce que si je l'applique 2 fois, ça revient à la même chose. Ok. Bon, parce que je vous affirme maintenant, et on va essayer de le démontrer, parce que là, j'ai réussi à mettre en avant qu'il y avait une histoire de projecteur, et que peu importe la matrice que je vais choisir, je peux me ramener à une projection. Mais après, il y a une question de concordance des projections, hein, quel type de projection je vais avoir le droit de faire, etc. Ça, c'est quand même une question à se poser. Et ben, on va essayer d'y répondre. Mais en tout cas, le résultat qu'on va donc essayer de mettre en avant, c'est qu'en fait, là, maintenant, j'ai un projecteur. On est d'accord que n'importe quelle matrice que je vais mettre à gauche, là, si je multiplie cette matrice à gauche par ce truc-là, je reste dans l'idéal. Eh bien, il se trouve qu'il va exister un projecteur tel que, eh bien, l'idéal se décrit entièrement par ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de mettre en avant qu'il existe pi projecteur tel que, projection, tel que, eh bien, l'idéal s'écrit exactement m, m fois pi avec m dans mn de k. on va essayer de mettre en avant ce truc-là. D'accord, alors bon. La question c'est comment on va essayer de montrer ce truc-là. Voilà, ça va être assez sportif, je pense. Ça va être assez sportif. Donc, alors je vais réécrire l'énoncé que je veux démontrer, hein, qu'il existe pi projecteur Tel que pi s'écrit m fois pi avec m dans mn de k. Ok. Alors, pour démontrer ce truc-là, je vais essayer de vous donner une trame qu'on va suivre. Alors la trame qu'on va suivre, je me permets de changer de truc. Hein. Donc la trame qu'on va suivre, ça va être la suivante. Premièrement, on va utiliser une espèce de factorisation. Une espèce de factorisation. C'est une factorisation. On va utiliser une factorisation. Et la factorisation qu'on va utiliser, c'est la suivante. Si, alors, on va faire une factorisation, mais on va... comment dire faut juste que je me plante pas sur le sens de l'inclusion. J'essaie de me souvenir dans quel sens je mets l'inclusion. Mais donc la factorisation qu'on va essayer de mettre en avant, c'est un truc du genre, j'ai un espace vectoriel, donc là je vais l'écrire comme si je changeais vraiment de bord, là, au lieu de regarder ça comme des matrices, je vais regarder ça comme des applications linéaires. D'accord ? C'est pareil de faire ça, de faire les applications linéaires tout comme les matrices, c'est pareil. Je vais changer de bord, puis maintenant je vais travailler avec des espaces vectoriels, là de dimension finie. Ok. Et puis voilà, je vais dire, j'ai une application qui va de E vers F. Puis, donc je sais pas, on va l'appeler, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler W peut-être. Est-ce que je l'appelle W? Je sais pas. U peut-être. Et puis, j'ai une autre application. Je pense que je dois l'appeler W.
qui va de E vers G. Et j'aimerais démontrer que je fasse pas de bêtises. Donc j'aimerais démontrer qu'il existe, donc alors, sous certaines conditions, alors la condition c'est quoi? C'est je veux que le noyau, donc il y a une inclusion de noyau à avoir, donc je veux que le noyau de, alors c'est qui? Donc là je voudrais faire une factorisation comme ça. De manière à ce que ça donne un triangle commutatif. Donc si je suis U, ça revient à faire la même chose que suivre W puis cette application-là qu'on pourrait appeler V. Alors juste, je vais être sûr de ce que je vais écrire là. C'est assez compliqué. Est-ce que je peux faire... Donc je crois noyau de W... Je vais essayer une inclusion, donc je vais dire celle-là, et puis on verra bien si c'est la bonne. Noyau de W est inclus dans le noyau de U. Donc si j'ai cette inclusion, c'est équivalent en fait à dire que il existe un V tel que la composition que je viens d'écrire est bonne, donc c'est-à-dire que U peut s'écrire V appliqué après W. Donc en espérant que j'ai pas fait d'inclusion dans le mauvais sens, mais on va voir ça. Donc ça c'est un premier truc. Le deuxième truc, si j'ai une famille d'applications linéaires, disons ça, FP, application linéaire, donc telles que donc des applications linéaires, peut-être qui vont de E vers E, on peut ne pas se rendre la vie compliquée, d'accord, telles que, et il faut une application V aussi, donc une application V, elle va aussi de E vers E, je pense, telle que l'intersection, donc l'intersection des noyaux, des FI, donc I allant de 1 à P, est inclus dans V. Alors il existe, donc si je suis dans ce cas-là, alors il existe des applications AI qui vont de E vers E, telles que V va pouvoir... Alors c'est là où je vais pouvoir vérifier si j'ai écrit une connerie. Je pense que non, j'ai bien écrit le bon sens. Donc tel que V, ça peut s'écrire comme somme de AI rond FI. I allant de 1 à P. 3. Et c'est plus ou moins la conclusion, ce troisième point. Le troisième point, c'est qu'on va essayer de montrer qu'en fait, I, tous les idéaux, donc si I est à gauche, est un idéal à gauche, alors il existe P, une projection, telle que I s'écrit F rond P avec F, qui va de E vers E. Donc une application linéaire de E. Donc le 3 c'est la conclusion et ça revient exactement à la même chose que ce qu'on commençait à remarquer pour les matrices. D'accord? Donc voilà la trame que je vais tenter de suivre. J'ai eu juste un peu de mal là vraiment à bien me souvenir de comment ça fonctionne. C'est pas un exercice, c'est un exercice qui est pas facile, donc il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc on va essayer de démontrer chacun des points et donc je vous invite à faire une petite pause pour essayer de démontrer par vous-même chacun des points suivants avant que je continue à avancer dans la résolution. Ok, alors bon on va commencer par le premier point, cette question de factorisation. Alors, je commence par quoi?
pense que je vais commencer par ça. Donc je vais commencer dans le sens direct. Commençons dans le sens direct. Je sais que le quart de U, le quart de W, pardon, est inclus dans le quart de U. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je veux montrer que U, c'est V rond W. Donc peut-être une bonne idée, c'est de vouloir chercher à inverser, en un certain sens, W. J'aimerais tenter d'inverser W. Bien sûr, je ne peux pas inverser n'importe comment, mais je vais tenter de faire quelque chose. Et pour tenter de faire quelque chose, ce que je peux faire, c'est utiliser le supplémentaire du noyau de W. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est soit je ne sais pas comment on l'appelle, on va dire S, soit S, le supplémentaire donc soit S le supplémentaire de quart de W dans U. Dans E, pardon. Donc soit S le supplémentaire de... voilà. Et donc W induit une bijection qui va se faire entre S et im de G. Im de W, pardon. C'est ça. Donc en faisant ça, du coup je peux dire que S, donc W induit une bijection. W induit une bijection de S vers im de W. Donc je peux déjà démarrer avec ça, ok. Alors maintenant cette bijection je peux l'appeler peut-être W bar. Hein. W bar ça va être pas de bêtises. Donc W bar ça va être mon application qui va de S vers im de W. Ok. Très bien. Donc le im de W, il est dans l'ensemble G. Hein, d'accord? Et maintenant, j'aimerais construire une application V qui vérifie ce truc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est prendre tous les éléments de im de W, les envoyer vers S, puis de S les envoyer vers U. Je pense tout simplement. Maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Donc je peux dire, posons V comme étant, donc, je fasse pas de bêtises, U rond W bar moins 1. Donc W bar moins 1. Alors oui, ça va dépendre si je suis dans l'image de W ou pas. Donc si je suis pas dans l'image de W, je peux dire que c'est envoyé vers 0. D'accord? Donc ce W-1, là, je pourrais très bien dire, le noyau, c'est les éléments qui ne sont pas dans l'image. D'accord? Grosso modo, c'est ça que je peux dire. C'est le supplémentaire de... Donc je peux dire ça comme ça sera peut-être mieux. Donc si je prends T, le supplémentaire de im de W, ce que j'entends par ce truc-là, c'est que on va pouvoir... Donc j'aurais peut-être dû le laisser juste pour laisser quand même l'idée. Donc ce que je vais faire, c'est que si je suis dans M de W, donc, tel que, du coup, maintenant que j'ai T supplémentaire, ce que je peux dire, c'est que si V, si je veux calculer V de... Donc, comment dire, pour tout X dans im de W, je vais dire que V de X, c'est exactement ce que j'ai écrit, donc U rond W-1, W bar moins 1 de X. Et si par contre, je prends un élément dans T,
je peux l'envoyer vers 0. Voilà. Et puis en ayant décrit l'image de V dans le premier élément, le premier facteur, quoi, le premier élément de ma somme directe, et en ayant décrit vers quoi j'envoyais les éléments dans T, et ben j'ai réussi à expliquer comment j'envoie tous les éléments. Il suffit de faire la somme directe. Hein. Donc quand on fait une somme directe, ça veut dire qu'il y a pour n'importe quel élément, n'importe quel élément peut s'écrire comme somme d'un élément ici, de manière unique. Donc il n'y a pas de problème, la définition qui est posée ici est correcte. J'ai le droit de poser V comme je l'ai posé là. Très bien. Et puis maintenant ce que je veux vérifier, c'est en effet, est-ce que si je fais V rond W, j'obtiens U. Et c'est là où je me demande, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Normalement oui, je l'ai fait dans le bon sens. Je devrais l'avoir fait dans le bon sens. Ok, on va voir ça. Ok, alors je vais effacer un petit peu. Voilà. Alors normalement ça doit marcher. Hein. Donc si je fais... Alors, donc si je prends... Donc V est une fonction qui va de... Ouais, c'est ça. Donc là, je vais faire V rond W, je vais vérifier que c'est U. Donc si je fais V rond W de X, donc si je prends un X dans E, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ça va être la même chose que U rond W bar moins 1 rond W de X. Mais W de X, c'est un élément de l'image. Hein. Donc si W de X, c'est un élément de l'image, bah finalement, c'est la même chose que calculer W bar de X. Donc je peux écrire ceci. U rond W bar moins 1 rond W bar de X. D'accord? Puisque c'est un élément de l'image, hein, donc c'est en tant qu'élément de l'image, bah, je peux l'écrire comme ça, il n'y a aucun problème. Et donc bah, là, je peux simplifier, ça me donne bien U de X. Voilà. Donc yes, j'ai pu écrire U comme étant la composée de V et de W. Cool. Et j'ai même pas besoin de regarder d'autres cas de figure, hein, parce que si X est dans le noyau de W, eh ben, il est aussi dans le noyau de U. Hein, donc c'est ça le deuxième cas de figure qu'il faut regarder. Je vais le faire quand même. Mais c'est juste pour confirmer que tout est bon. Parce que là, j'ai fait comme si X était... oui, donc c'est ça que j'ai peut-être pas très bien fait. Est-ce que j'ai fait... Juste en train de demander est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai voulu faire. Donc oui, j'aurais peut-être dû distinguer deux cas. Mais je pense que ça revient au même. Donc là, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, c'est que... qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, j'ai identifié le fait de prendre X là-dedans comme un élément dans S, ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée. Donc peut-être que je peux distinguer en disant que ici X est dans S, et puis ensuite si X est dans le noyau de W, eh bien W de X vaut 0, hein. Donc automatiquement V de W, ça fait 0. Et de l'autre côté, U de X, ça fait 0 également, car je sais que le noyau de W est inclus dans le noyau de U. Donc là, je viens de montrer que dans chacun des facteurs, l'application se comporte vraiment comme je le veux, c'est-à-dire que U égale V rond W, donc je conclus. Voilà, je pense que c'est peut-être une meilleure manière d'écrire. Donc voilà, donc j'ai bien la factorisation, donc ça c'est bon, super. Voilà, donc je viens de vous montrer le sens qui était en fait le sens le plus difficile. Et le sens facile, ça c'est une inclusion très classique. D'accord. Donc là si vous avez ker de... Donc là pour l'autre sens. Si vous avez ker de V rond W, c'est clairement... on sait clairement que ker de W est dedans. Parce que si je prends un élément qui... Donc si vous dites que W de X ça vaut 0, évidemment si vous faites V rond W de X, ça reste égal à 0. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc voilà, super, on a cette équivalence là. C'est cool. Ok.
Donc ça c'est bon, c'était la première étape. Deuxième étape, très bien, j'ai une famille maintenant d'applications linéaires. Bon, disons qu'il va de E vers E. J'ai V qui va également de E vers E. Et je sais que l'intersection des noyaux, donc I de 1 à P, ça c'est inclus dans ker de V. Donc là le but du jeu c'est d'essayer de montrer qu'il existe des AI qui vont de E vers E également, telles que, donc des applications linéaires qui vont de E vers E, telles que, en fait V c'est une somme des AI FI. Alors comment démontrer ça? En fait c'est pas très difficile. Donc c'est pas très difficile. Alors je vais ouais. Donc je vais effacer un petit peu pour pouvoir avoir de la place. Il va falloir juste utiliser ce truc de factorisation que j'ai expliqué plus haut, que je viens d'effacer. Mais je vais pas poser, ce que je vais faire, c'est que je vais pas poser n'importe quelle application. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de diagonale avec mes FI. Donc j'ai F1, je vais faire FP. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la fonction F qui a un élément X associe tous ces trucs. Donc F1 de X, je vais faire un uplet comme ça, F2 de X, qui va être un vecteur donc, FP de X. Donc là, j'ai une application qui va de E vers EP. Bon, alors cette application, c'est quoi son noyau? Cette application, son noyau, c'est évident, plus ou moins, enfin je pense, ça devrait être évident, que le noyau de F, c'est l'intersection des noyaux de FI. Donc ça, ker de F, c'est l'intersection des noyaux de FI. I de 1 à P. Ok, et je sais que ce noyau, j'avais une autre application, j'avais V qui va de E vers E. Je sais que ce noyau, il est inclus dans le noyau de V. Ok, donc ça veut dire que schématiquement, j'ai... alors, si j'ai... faut juste pas faire de bêtises. Donc j'ai E vers E. Et puis j'ai E vers EK. J'essaie de redessiner comme je l'avais dessiné tantôt. Donc j'ai EP comme ça. Là j'ai mon application F. Là j'ai mon application V. J'ai l'inclusion des noyaux, comme tout à l'heure. Et bien ceci me dit qu'il existe une manière de factoriser. Donc je peux déjà dire que F peut s'écrire, donc il existe un, je sais pas, il faut trouver une lettre, alpha, allez alpha. Donc il existe alpha tel que F s'écrit alpha rond, c'est ça, alpha rond, qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est pas F, pardon. Arrivé. Donc je veux écrire que V c'est alpha rond alpha rond F. Voilà, c'est ça. Ok, et puis alpha rond F, du coup alpha rond F ça veut dire quoi ça, ce alpha? Qu'est-ce qu'il dit? Ce alpha c'est une application linéaire qui va de EP vers E. D'accord? Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce alpha? En fait ce alpha il va pouvoir se décomposer puisque donc si je fais je vais écrire quelque chose. Donc si je dis je vais définir A, ouais c'est ça. C'est ça le truc. Donc ce que je vais faire c'est qu'à partir de ce alpha je vais définir un truc qui va me le découper un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais définir A1 de X comme étant alpha de X 0 que des 0. A2 de X alpha 0X. Et donc bon vous l'aurez compris, AI de X, je mets des 0 partout, sauf en I, où je mets un X. Hop. Sauf en I. Ok.
D'accord? Et donc, bon, bah, en utilisant les propriétés d'espace vectoriel et tout ça, d'application, enfin, parce que là, je travaille avec EP en tant qu'espace vectoriel, eh bien, calculer ce truc-là pour tout x, hein, donc si je veux faire V de x, je vais pouvoir écrire alpha rond f de x. F de x, c'est un truc comme ça. Un truc comme ça, je le découpe et je peux écrire, bah, c'est alpha rond, enfin alpha de f de 1, enfin f1 de x, puis je mets que des zéros après, plus alpha 0 f2 de x, et je mets que des zéros après. Et je continue comme ça jusqu'au dernier alpha 0 et le dernier fp. Bon voilà, bah, en fait chacun de ces trucs là c'est exactement calculer AI de x, hein, donc c'est AI de FI. Donc voilà, c'est gagné. Donc là je viens de montrer que V en fait c'est bien la somme des AI rond FI pour I et on verra à P. Bon ben voilà, très bien, on avance. Hein. Donc là on vient de démontrer le premier point qui nous permet maintenant de répondre à ce deuxième truc, qui est cette question de factorisation, qui semble être vraiment une clé fondamentale pour avancer en tout cas sur ce comportement. Mais on ne voit pas encore en quoi ça va nous aider sur les idéaux, et c'est seulement maintenant qu'on va s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que je vous ai donné la trame avant. C'est pour pouvoir suivre ce qui va se passer. Parce que là on a vraiment fait un détour. Et ce détour, je pense qu'il est quand même assez important, hein, parce que c'est vraiment... C'est pas une question facile. Hein. Même si on travaillait avec les matrices directement, c'est vraiment pas une question facile. Ok, alors donc le troisième point, bah, apparemment il faut conclure. Ok, alors pour conclure, je vais tricher un tout petit peu. Quand je prends un projecteur ça me découpe l'espace en images et noyaux. Là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais regarder le noyau. Pourquoi? Bah, parce que quand on regarde ces applications-là, donc ouais. Donc quand on regarde ces applications-là, ben on peut se rendre compte que le noyau de f rond P, il est inclus dans le noyau de P. Oui, non. Non, c'est dans l'autre sens. L'inclusion elle est dans l'autre sens. Sinon, j'y arrive pas. Hein. Ok, donc l'inclusion est dans l'autre sens. Là, ici, l'inclusion est dans l'autre sens, excusez-moi. Donc le noyau de P est inclus dans le noyau de f rond P. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose là lié à cette histoire de noyau, c'est que bon bah si ça doit décrire tous les idéaux, alors il y a une histoire de noyau qui doit être préservée. Bon bah ce que je vais dire, parce qu'en fait le noyau d'une projection, bah après, si je vous dis j'ai n'importe quel espace vectoriel, je peux toujours définir une projection par rapport à un espace vectoriel. Je peux dire, bah, un sous-espace vectoriel, je veux dire. Je peux dire que bah, j'envoie tous ceux qui sont dans l'espace sous-espace vectoriel, je les envoie vers eux-mêmes, et puis tous ceux qui sont en dehors, 0, en faisant une somme directe, si je veux, par exemple. Ok? Je pourrais très bien faire ça. Eh bien, bah, je vais juste abstraire un petit peu ça et dire, bah, ok. Je vais essayer de démontrer en fait que les idéaux à gauche, donc si je prends ça, idéal à gauche, alors, mon idée, il existe, je vais essayer de montrer qu'il existe F, un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel ambiant. Donc ici, l'espace vectoriel ambiant, c'est Rn. Donc un SEV, tel que, eh bien, I, ça va être l'ensemble des applications F, telles que, donc des applications F linéaires de E vers E, tel que eh bien, le noyau de F est inclus dans l'espace... contient, j'ai encore fait l'inclusion dans le mauvais sens, contient l'espace vectoriel grand F. Et si j'arrive à démontrer ça, j'ai terminé, parce que à partir du moment où j'ai ça, bah, je peux juste dire, ok, je vais poser P comme étant la projection qui prend tous les éléments et les envoie vers l'espace vectoriel F, en expliquant comme je viens de le dire, si je suis déjà dans l'espace vectoriel F, je l'envoie vers lui-même, et puis sinon, bah, si je prends la somme directe, je prends le supplémentaire, je l'envoie vers 0. Voilà. Donc,
Je peux faire comme ça, je peux construire une projection après pour dire que ça c'est la même chose que prendre f rond p. Et du coup je conclus. Ok, très bien. Alors bon bah c'est pas très difficile de montrer que ça c'est un idéal à gauche. Hein. Donc ça c'est bien un idéal à gauche. À cause de la propriété que j'ai expliquée, hein, donc quand on fait le noyau de G rond F, ben ça contient le noyau de F qui contient déjà grand F. Donc là c'est assez clair que ça marche. Maintenant, si j'ai un idéal à gauche, et c'est là où il y a quand même une assez bonne astuce là qui va se produire. Il y a une assez belle astuce qui va se faire. C'est que si j'ai I un idéal à gauche, je vous rappelle que c'est un sous-groupe additif. Encore une fois, cette histoire de sous-groupe qui doit intervenir. C'est un sous-groupe additif de l'espace des matrices ou l'espace des applications linéaires ici. Mais c'est aussi un espace vectoriel. Parce que quand on y réfléchit un petit peu à un idéal, je peux composer par k fois identité, et ça marche, hein, à gauche, hein, notamment ici, je peux faire ça. Donc multiplier par k, ça marche, additionner deux éléments, ça marche. Bah oui, c'est donc bien un espace vectoriel finalement. Mais si c'est un espace vectoriel qui est inclus dans l'espace des endomorphismes de E, sachant que E, c'est un espace vectoriel de dimension finie, bah ça veut dire que I est un espace vectoriel de dimension finie. Donc ça veut dire que I admet une base. Bon bah très bien, alors ok. Donc je sais que I admet une base, hein, donc je viens de dire que I est un SEV de L de E, qui est de dimension finie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet une base, hein, donc je peux prendre une base, soit F1 jusqu'à Fp, une base de E. Ok, très bien. Et puis maintenant quoi? Là j'ai ça, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intersection des noyaux. Hein, c'est pas pour rien que j'ai utilisé l'intersection des noyaux tout à l'heure. Ben, je vais faire exactement ça. Je vais prendre grand F, posons grand F, l'intersection des noyaux. Donc des paires de Fi, I allant de 1 à P. Et maintenant, on va montrer que, en effet, I est inclus dans un truc comme ça avec le grand F que je viens de trouver. Et du coup, bah, on va tout de suite conclure. Enfin, on va facilement conclure l'égalité après. Donc voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, je prends cet espace vectoriel et là maintenant, je veux montrer. Donc montrons que, en effet, F, que I, c'est bien l'ensemble voulu. Alors comment on peut faire? Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que chacun des FI appartient à I. Donc ça veut dire déjà que grand F est inclus dans I. Est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est pas grand F que je voulais dire. C'est quoi? C'est l'idéal à gauche est inclus dans... Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que chacun des FI, si je regarde leur noyau, je sais qu'il contient F par construction. Donc ça veut dire que Fi appartient, pas à l'idéal, mais appartient à l'ensemble... je vais peut-être lui donner un nom, je vais l'appeler JF, tiens. Voilà. Donc JF. Maintenant la question c'est si je prends un élément qui est dans JF, est-ce que je peux conclure ce que je veux? Ok, alors soit un élément, donc je sais pas, il faut que je me rappelle comment je les avais appelés, je crois que je vais l'appeler V, si je veux que ça marche. Donc soit V, un élément de JF, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que le noyau, je vais l'écrire dans le bon sens, je sais que l'intersection, parce que je rappelle que le grand F c'est l'intersection des noyaux, donc I allant de 1 à P, je sais que l'intersection des noyaux, il est inclus dans le noyau de F, le noyau de V. Par le fait que V est dans JF, hein, et voilà, je vous rappelle que F, on l'avait défini comme ça. Bon, on peut utiliser la question 2. Question 2 me dit que, ça veut dire qu'il existe des AI qui vont de E vers E,
tel que, eh bien, je peux écrire que, et c'est ça, je peux écrire que V, c'est une somme DAI rond FI, I allant de 1 à P. Et quand je vois ça, eh bien, là je vois FI, ça appartient à l'idéal de départ. Hein. Je vous rappelle que j'ai pris une base de l'idéal de départ, donc ça c'est dans l'idéal de départ. Je suis en train de multiplier avec un endomorphisme à gauche, comme I est un idéal à gauche. Je conclus que tout ça, c'est dans l'idéal. Et puis par somme, parce que c'est un espace, enfin c'est un sous-groupe, ou un espace vectoriel même, mais c'est un sous-groupe, et bien en tant que sous-groupe, tout ça, avec la somme, est dans I. Conclusion, je viens de montrer que si V est dans JF, V est dans I. C'est QFD. Je viens donc de vous démontrer que n'importe quel idéal à gauche s'écrit sous cette forme. Et écrire sous cette forme, comme je l'ai expliqué, ben, ça revient exactement à écrire que ça s'écrit F rond P, avec donc F dans L de E. Et P, c'est une projection. Et ce qu'on peut faire, c'est la projection sur ker de F, parallèlement à son supplémentaire. Je vais essayer de l'écrire proprement. Donc, P, projection sur le supplémentaire, enfin sur ker de F, parallèlement à supplémentaire. Hein. On pourrait considérer la projection canonique si on veut. Peu importe. Par rapport à un supplémentaire, ou alors on peut juste dire, bah, je prends juste la projection canonique en disant, bah voilà, je crée une base qui est complétée à partir de ker F, et puis à partir du complété. De toute façon, ça revient à la même chose que de prendre un supplémentaire. Hein, donc c'est pas ça revient à la même chose. Donc voilà, Donc ça, après, vous le retraduisez en termes de matrice et on conclut que les idéaux à gauche, eh bien, s'écrivent bien MP avec M dans Mn. Et là, on voit que c'était quand même assez compliqué là. Hein. Vraiment, là, il y avait une question de factorisation qui était vraiment pas évidente à voir. Et voilà, le but c'était quand même de vous faire mijoter là-dessus, d'essayer de tenter des choses. J'espère au minimum que vous avez eu des idées pour idéal bilatère, mais bon, j'espérais au moins que, enfin, pour idéal à gauche, je m'attendais pas forcément à ce que vous ayez des idées, donc c'est pour ça que je vous ai donné une trame d'exercice. Comme ça, vous pouvez essayer de répondre à ces questions-là pour répondre au truc final. Donc, pi projection, projecteur. Bon, puis après, vous pourriez me poser la question, là je viens de faire idéal bilatère, idéal à gauche. Je vais pas faire idéal à droite, j'ai pas forcément besoin vraiment de le faire. Même si, bon, il y a peut-être 2-3 petites choses qui peuvent changer. Mais globalement, c'est le même raisonnement. Et je vais conclure, si je travaille avec à droite, je vais conclure que les idéaux vont s'écrire comme pi fois m, avec m dans mn de k. Et pi, encore une fois, projection. Projecteur. Et le raisonnement est quasiment le même. C'est juste qu'au lieu de regarder les noyaux, donc au lieu de regarder les applications linéaires telles que le noyau contient f, là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les applications linéaires telles que l'image est contenue dans f. C'est ça, l'image est contenue dans f. Et il va y avoir des questions de factorisation du même style, il faut juste inverser le sens de l'inclusion, et puis les questions de ker, il faut les changer en image. Et on va avoir vraiment une dualité entre les idéaux à gauche et idéaux à droite. Ça par contre, la question de dualité entre les idéaux, ça apparaît tout le temps, j'ai envie de dire. C'est vraiment une question, c'est une question de dualité. Donc si l'objet est quelque chose qui est dual par rapport au corps, donc là ici on travaille avec un corps, etc. Si on a un travail avec un objet où on peut jouer avec une question de dualité, donc question de faire des compositions à gauche ou à droite, ou des trucs comme ça, changer les applications, donc faire le dual, c'est en fait changer les applications linéaires, enfin
au lieu de regarder l'espace que je regarde plutôt l'espace des formes linéaires que je peux faire sur mon ensemble. Donc en gros c'est ça, faire le dual. Ça marche pas tout le temps, hein, mais grosso modo, pour vous faire comprendre, c'est ça. Je prends l'espace des formes linéaires sur l'espace vectoriel et voilà, et c'est ça en fait mon dual. Qu'est-ce que j'allais dire? Cette question de dualité, ça change juste le sens des multiplications, ça change. Quand je dis juste, c'est pas juste parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent se passer d'autres. Mais en tout cas, ici, essentiellement, ce qui change, c'est oui, en effet, le sens de la multiplication. Au lieu de la faire à gauche, on la fera à droite. Et donc c'est ce qui explique la dualité qu'il peut y avoir entre idéal à gauche, idéal à droite. Voilà. Mais par contre, d'un point de vue, juste en les regardant, ils sont vraiment distincts. Il n'y a pas la même description pour les idéaux à gauche et les idéaux à droite. Et c'est ça qui m'intéressait derrière cet exercice, c'est d'avoir eu la possibilité là de vous donner un exemple d'anneau pour lequel on peut vraiment voir la distinction entre idéal à gauche et idéal à droite. Alors je suis navré que ça ait pris beaucoup de temps, de toute façon finalement je pense que c'était une bonne idée de vous l'avoir proposé en exocode pour que ça puisse durer aussi longtemps et prendre le temps de faire tous les détails, car c'est vraiment un exercice quand même assez compliqué quand on s'y pose vraiment, surtout pour cette histoire de déterminer des idéaux à gauche et à droite. Bilatère, pas si compliqué, mais gauche-droite, c'est quand même quelque chose d'assez rude. Et bon, j'espère avoir fait mon mieux pour vous faire comprendre un maximum cette chose. Et puis j'espère que vous retiendrez un petit peu cet exemple, parce que je pense que c'est quand même un exemple important qui peut être bon d'avoir pour essayer d'expliquer des différences avec les idéaux, etc. Vraiment juste pour se forger le genre de mentalité qu'il faudrait avoir pour comprendre toutes ces histoires d'algèbre, toutes ces histoires algébriques et notamment ces histoires d'idéaux là qu'on vient d'aborder. Bon, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. Donc comme d'habitude, là encore une fois, je me répète comme toutes les fins de vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, si ça peut aussi aider des camarades. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. Si vous avez des questions, des retours à donner également, ça fait très plaisir. Ça fait voilà. Je vais terminer par une petite annonce. J'aimerais lancer vraiment, véritablement ce que je vous avais raconté dans l'examen, le truc par rapport au fait de vouloir faire une nouvelle partie de chaîne où j'aimerais parler un peu de mon vécu et exactement comme c'était le cas pour l'interview, mais en version peut-être vidéo par vidéo, sans forcément faire une énorme vidéo, mais faire petite vidéo par petite vidéo en racontant quelque chose de ma vie, etc. Qui pourrait vous aider si certains sont intéressés par un cursus dans les maths, etc. Ça peut être ou même juste pour entendre des choses concernant une expérience de vie. Ça fait toujours aussi du bien des fois d'entendre ce genre de choses. Donc j'aimerais bien essayer de vous partager ça. Pour commencer, j'aimerais, si vous avez des idées de questions que vous voudriez me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, je serais très content de les lire et peut-être que ça m'inspirera, je pense que ça m'inspirera pas mal pour les premières vidéos, savoir par quel angle je pourrais démarrer et essayer de vous parler d'un maximum de choses qui pourraient vous être utiles et en évitant de faire des vidéos d'1 heure comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et puis évidemment un autre truc très rapide, c'est qu'on va atteindre enfin les 2 ans de la chaîne. Donc les 2 ans de la chaîne, c'est la semaine prochaine. Pas sûr que je sorte un pêle-mêle tout de suite dans la semaine prochaine, mais je vais essayer de faire mon mieux pour qu'il y ait un numéro du pêle-mêle qui arrive très vite. Je ferai de mon mieux, je vous promets, disons que je vous promets que je peux vous faire une vidéo dans 2 semaines, mais peut-être pas la semaine prochaine, donc faudra être un petit peu patient, mais on va fêter ça dignement avec des contre-exemples comme je l'ai fait l'année dernière. J'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra de réfléchir à plein de trucs. Et voilà, sur ce, bonne suite de semaine, ou peu importe à quel moment vous regardez la vidéo, bonne journée, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.